Bonsoir. Alors, pour finir en beauté, nous allons faire un retour sur l'histoire après cette journée riche et où on a fait beaucoup du contemporain, où on a aussi évoqué les différentes définitions du. Perdu, là. Maintenant, nous allons finir avec la conclusion historique de notre cher ami et le professeur Henri Laurence, qui va nous parler nous faire un panorama historique sur la question. Merci beaucoup, cher professeur, pour partager avec nous votre réflexion historique. Et je vous laisse la parole pour 30 minutes. Merci beaucoup. Je ferai faire un vaste panorama historique un peu stratosphérique, comme ça permettra de me distinguer des autres et on verra justement que dans le populisme, la question de la distinction est importante. Alors le mot populisme, je l'appellerai, appartient à la catégorie dite des sociologismes, c'est-à-dire qu'il appartient à la fois au vocabulaire des sciences sociales et à celui des acteurs politiques qui souvent l'utilisent dans un sens péjoratif. Et en plus, il peut y avoir de très nombreuses définitions du populisme. Alors, comme son nom l'indique, le mot renvoie à la notion de peuple, ce qui amène à la première question élémentaire, qui est qu'il faut une société où la notion de peuple a un sens. Alors, la première type de société où la notion de peuple a un sens, c'est la cité antique dans sa double déclinaison grecque et romaine. La cité antique se voulait originellement comme un système social où la répartition des devoirs se fait en fonction de la richesse de ses membres. En fait, la cité, c'est une machine à faire la guerre et chacun finance son équipement. Et donc, l'armement est en fonction des ressources des uns et des autres. À Athènes, les cavaliers sont ceux qui peuvent fournir un cheval. Les rameurs sont parmi les plus pauvres parce qu'ils ne fournissent que leurs bras. Et donc, cette proportionnalité des devoirs implique justement des classements de la société. Et d'ailleurs, le mot classe vient de là. Ça vient du latin classis, c'est ceux qui payaient pour la marine. Et on a aussi le mot tribu, c'est la même chose. Ça renvoie à ces répartitions des devoirs militaires dans la cité antique. Alors, la proportionnalité des devoirs est censée assurer l'équilibre social dans un monde où la démocratie directe est la règle. Au 5e siècle à Athènes, Périclès présente le modèle de l'aristocrate au service du peuple et apparaît comme le guide du peuple. C'est un grand orateur qui se refuse à toute vulgarité. En quelque sorte, il élève le peuple à son niveau. C'est le contraire du démagogue qui, lui, manipule le peuple, celui qui dit au peuple ce qu'il veut entendre en utilisant un langage vulgaire et en prenant des solutions simplistes. Et le mot démagogue nous renvoie à celui de démos, c'est-à-dire le peuple, au sens politique du terme. Au départ, le dème, c'est une circonscription administrative d'Athènes, et ensuite, ça vient désigner l'ensemble de la cité athénienne, et donc le démos, c'est ceux qui sont dans le dème. Alors, le démos est pris ici dans le sens de l'ensemble des habitants d'un territoire. Et on pourra vaguement lui opposer, parce que les choses sont un peu confuses dans une antiquité qui s'étale sur plusieurs siècles par ailleurs, un ethnos qui correspond à la notion de population, là aussi assez vague dans les textes antiques. En fait, ethnos prend vraiment un sens que dans le grec plus ou moins tardif du 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire le grec du Nouveau Testament. Ethnos renvoie à ce moment-là à la notion de peuple, d'abord dans le peuple d'Israël, mais aussi le peuple chrétien, voire aussi les non-juifs
c'est-à-dire les goyim, ce qu'on appelle en latin les gentils. Et donc, c'est là où la notion de peuple apparaît non plus cette fois comme le démos, mais comme l'ethnos. Et donc, la question du peuple, c'est toujours cette articulation entre démos et ethnos qui dure jusqu'à aujourd'hui. À Rome, on a la division entre les populares et les boni. Alors, les populares, c'est pratiquement, littéralement, les populistes, à partir des Gracques et puis surtout de Marius, et l'élite, les boni, les gens de bien. Alors, les populistes romains, ils viennent le plus souvent de l'aristocratie et se font les champions d'une meilleure répartition des richesses publiques, fruit des conquêtes. César a été le plus grand des populistes et a conduit à l'aboutissement du populisme romain, qui est l'autocratie. Alors, je vous vois un texte célèbre que je vous cite, c'est le discours funèbre de César par Marc-Antoine, repris dans Shakespeare, Jules César, qui est un texte d'un populisme parfait, puisque Antoine cite les mérites de César et les cadeaux qu'il fait au peuple, et à chaque fois il dit, mais eux, ce sont des gens honorables. Mais Brutius est un homme honorable. Alors, s'il vous plaît, allez regarder la version de Mankiewicz au cinéma, où c'est Marlon Brando qui joue Marc-Antoine, et l'opposition entre le peuple et les hommes honorables est typique de la rhétorique populiste romaine. De même, sous l'Empire romain, on a dans la littérature politique et historique romaine l'opposition des mauvais empereurs et des bons empereurs. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais empereur? Un mauvais empereur à Rome, c'est celui qui fait peuple, qui prend les mœurs du peuple, le discours du peuple, qui fréquente le peuple, ne serait-ce d'ailleurs parce que le peuple peut constituer un danger politique. C'est donc Néron ou Caligula ou Domitien que vous voyez dans le film Gladiator. Et les bons empereurs sont ceux qui respectent les codes sociaux de la classe dirigeante romaine. Ce sont, pour ceux qui connaissent l'histoire romaine, ce qu'on appelle les Antonins au IIe siècle. Donc, vous voyez que là, le populisme impérial est fondé sur celui qui adopte, au moins en apparence, les mœurs du peuple, ou celui qui suit les mœurs de l'aristocratie. Alors ensuite, on n'a plus de populisme parce qu'on n'a plus de peuple. On n'a plus de peuple puisque nous entrons dans l'ère des systèmes monarchiques qui rejettent la notion de peuple en tant qu'acteur politique. Il y a bien des peuples à l'époque des monarchies, mais ce ne sont pas des acteurs. On est maintenant dans un système hiérarchisé de groupes et de corps, généralement héréditaires. Et ce n'est pas seulement valable pour ce qu'on appelle l'ancien régime occidental, c'est valable aussi pour le monde musulman. Gellner a écrit de très belles pages sur ce sujet en faisant une opposition entre l'ancien régime européen et l'ancien régime musulman. Mais dans un système que Louis Dumont appellerait holiste, on est tout le monde a sa place. Simplement, il y a des meilleures places que d'autres. La distinction est le principe fondamental de répartition sociale. Chaque groupe a ses marques propres, avec souvent, par exemple en Inde, mais c'est un peu aussi valable en Europe ou dans le monde musulman, des variations dans la distinction entre des catégories du pur et de l'impur. Alors souvent, ce système de distinction qui couvre la totalité
de la société devient ce qu'on appelle pour l'ancien régime français du XVIIIe siècle une cascade de mépris. Et beaucoup des révolutionnaires français, nous allons voir, étaient justement des gens qui ne supportaient plus cette cascade de mépris. Il suffisait d'avoir eu un incident dans sa vie où on avait été méprisé par quelqu'un qui se considérait supérieur pour basculer du côté de la Révolution quelques années après. Alors, dans cette société d'Ancien Régime, de corps, chacun a ses privilèges, qu'on appellerait aujourd'hui des avantages acquis, mais au plus haut, le monarque est en quelque sorte le maître de tous, puisque toute légitimité dérive de lui. Le principe de la monarchie, c'est que la légitimité réside dans la personne du roi, la personne morale du roi, parce que vous savez qu'il y a les fameux deux corps du roi. Quand il parle à ses sujets, par exemple, quand Louis XIV s'adresse à ses sujets, il s'adresse à ses peuples, au pluriel. Une société d'Ancien Régime est une société qui se pense toujours au pluriel. D'où le terme de liberté, mais les libertés toujours au pluriel, jamais au singulier. Une liberté, ça pourrait être aussi considéré comme un avantage acquis d'un groupe particulier. Alors, il y a dans le royaume de France, mais c'est valable aussi dans les autres monarchies, vous avez de multiples nations. Parce qu'une appellation dans ce sens-là, c'est juste une appellation d'origine. C'est une origine commune. Une nation, c'est un groupe qui a une origine commune. Donc, vous avez des peuples pluriels, vous avez des nations au pluriel. Alors, ce monde-là, c'est ce que l'anthropologue Louis Dumont avait appelé l'homo hierarchicus. Alors, ce qui peut être identifié à un mouvement populaire au temps de l'homo hierarchicus, ce sont soit les révoltes contre l'oppression fiscale, comme les grandes jacqueries médiévales ou les croquants de l'époque moderne, les émeutes concernant le commerce des grains en période de disette, c'était l'accusation qu'il y avait un pacte de famine, que le pouvoir cherchait à affamer le peuple, et enfin les mouvements religieux qui, eux, pouvaient être à base extrêmement populaire. On peut penser par exemple à la Sainte Ligue en France à l'époque des guerres de religion. Mais dans le protestantisme anglais, il y a des violentes manifestations au XVIIIe siècle contre toute velléité d'émancipation des catholiques en Grande-Bretagne. Et ces mouvements populaires font des victimes. Il y a des dizaines ou des centaines de morts dans ce type d'émeutes. Donc, on ne peut pas parler de populisme dans toutes ces époques monarchiques, mais en revanche, il y a bien une peur constante de la violence populaire. Ce n'est pas du tout un monde idyllique où tout le monde est heureux et tout le monde est content de son sort. Ce sont des sociétés violentes et le peuple peut être saisi par ce qu'on appelle à l'époque des émotions, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui une émeute. Et ces émotions peuvent être vraiment violentes. À partir de 1750, commence la grande transformation qui conduit à l'abolition des hiérarchies originelles pour l'affirmation de l'égalité. Ce qui conduit donc à la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est-à-dire, c'est la suppression de la pluralité des statuts d'Ancien Régime. Et en même temps, c'est le transfert de la souveraineté qui passe du roi à la nation. Si je voudrais bien marquer la différence
qui s'opère, c'est qu'on passe d'un monde au pluriel à un monde au singulier. Et le peuple apparaît à ce moment-là dans ce singulier. Ce passage à l'homo aequalis est d'une très grande difficulté. Parce que le sujet devient un citoyen, mais le citoyen doit être libre. Or, il y a un certain nombre de pesanteurs sociales qui font qu'une partie du corps de la population ne peut pas être libre. C'est au cas, à l'époque de la Révolution française, des femmes et des enfants qui sont considérés comme des mineurs, donc qui ne peuvent pas avoir l'intégralité de la citoyenneté. Et pour les femmes, évidemment, c'est un statut permanent. Il y a aussi, par exemple, les domestiques qu'on considère comme trop dépendants de leur maître et donc qui ne peuvent pas être des citoyens à part entière. D'où la distinction que la Révolution, dans sa première partie, fait entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Alors, l'ensemble des citoyens forme une réalité nouvelle qui est la nation au singulier. C'est le cri « Vive la nation » de la bataille de Valmy. Nation, ici, c'est la totalité des citoyens, c'est le corps civique. On est complètement dans le démos. Mais très rapidement, la nation, y compris sous la Révolution, va prendre la tonalité ethnique. On va distinguer les citoyens et les étrangers et on va appeler la France tout simplement la grande nation. Et là, on commence à voir dans les dernières années de la Révolution un glissement du démos vers l'ethnos. Alors, dans les années de la Révolution, il y a toute la question du principe de représentation. On sait très bien que la cité antique qui sert de modèle, on lui prend le vocabulaire, était une démocratie directe. Or, une société de 25 millions de citoyens ne peut pas être une démocratie directe. Il faut donc un système de représentation. C'est pour ça qu'à partir de la Convention, on ne parle plus de députés du peuple vers le pouvoir, ça c'est un héritage monarchique, mais on parle des représentants du peuple. Et ces représentants du peuple se heurtent à la démocratie directe de la Commune de Paris avec ces fameux sans-culottes qui, eux, se disent qu'ils sont le peuple. Et donc, tout le conflit révolutionnaire est la façon progressive dont les représentants du peuple vont progressivement supprimer, en plusieurs années, après multiples conflits et beaucoup de gens guillotinés, la démocratie directe des sans-culottes. Alors, en même temps, on pose une égalité totale, d'où l'appellation citoyen, on supprime les titres de noblesse, même les titres de politesse, et les acteurs politiques qui veulent faire peuple prennent une vulgarité parce que le peuple doit être vulgaire ou est vulgaire par nature. C'est le fameux « je foutre » du père Duchesne qui veut exprimer tellement le peuple qu'il est ordurier dans son discours. Alors la question est de savoir si peuple et nation peuvent être des équivalents. Alors, d'une part, ils peuvent être des équivalents. La justice se fait encore aujourd'hui au nom du peuple français. Mais aussi, on peut être amené à distinguer peuple et nation. C'est toujours le même problème de ces termes. Ils ont toujours une quarantaine de définitions différentes selon les usages et les contextes.
Alors, nation aurait le sens de communauté politique, aboutissant à une expression étatique, et par là même, elle est, en tout cas dans la perspective française, indivisible. La nation étant indivisible, il ne peut pas y avoir de minorité. Et c'est le credo républicain français. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de minorité dans la République française. Tandis que le peuple, lui, peut s'affirmer non plus comme un démos, mais comme un ethnos. Il prend le sens d'une communauté de langue, d'origine, d'histoire, de culture. Et ce peuple peut essayer de devenir une nation, c'est-à-dire un groupe qui s'est doté d'un État. Et donc là, on a une distinction entre peuple et nation. Le peuple existe en soi, tandis que la nation est un projet politique de nature étatique. Mais en même temps, ce qui complique les choses, c'est que le peuple peut reprendre le langage de la cité antique en opposant la plus grande partie de la population aux classes dirigeantes, aux élites, qui seraient séparées du peuple par le jeu de la distinction sociale. Là, nous avons plusieurs formes de populisme, si on prend cette-là. Je sais qu'il y a eu de très bonnes définitions tout à l'heure et je suis confus de revenir sur ces questions, surtout que je n'ai pas écouté tout le monde. Alors, la première forme de populisme, c'est l'ethnos. Les étrangers ne sont pas assimilables aux gens de souche, comme on dirait dans un certain vocabulaire que Alain Grèche a cité à l'instant. C'est le discours de la France aux Français. L'affirmation de l'ethnos, de l'ethnique, est au cœur du romantisme allemand, avec le Volk, qui devient une sorte d'essence intemporelle, ou plutôt une permanence sur un grand nombre de siècles. Ensuite, vous avez la variante que le populisme est aussi l'apologie de l'authentique contre les apports de l'extérieur. C'est le discours des slavisants contre les occidentalistes dans les dernières décennies de la Russie tsariste. Il existe une identité russe spécifique, ce qui conduira d'ailleurs au mouvement populiste qui a été cité au début de la journée. De façon générale, l'exemple russe va nous conduire à avoir un populisme qui se pose comme défense de l'authentique contre l'importé. C'est aussi valable pour le peuple français, par exemple, menacé par la culture américaine. Les communistes des années 1950 demandaient l'interdiction du Coca-Cola qui va empoisonner les Français et les Françaises. Ils parlaient de coca-colonisation. Ça se trouve magnifié et agrandi, évidemment, chez tous les peuples qui ont été soumis à l'occidentalisation, modernisation, soit dans la structure coloniale, soit en dehors de la structure coloniale, puisqu'il y a des pays qui ont échappé à la colonisation. Et là, donc, on va opposer le peuple authentique éventuellement à des élites occidentalisées. Alors ensuite, on a la simplicité du peuple contre le discours raisonnable des élites. C'est tout l'ouvriérisme des dirigeants communistes français de la belle époque, enfin de notre époque, enfin de ma jeunesse encore. Thorez était fils du peuple. Georges Marchais se présentait sur les plateaux de télévision comme un ouvrier face aux autres hommes politiques qui sortaient de l'ENA. Ils jouaient de la distinction, mais en l'inversant.
Et aujourd'hui, les élites sont soupçonnées de trahir par leur européisme, leur mondialisme, etc. Alors, il faut dire quand même que ces élites, elles sont assez maladroites et elles expliquent qu'on les comprend mal et qu'elles manquent de pédagogie ou de communication. C'est-à-dire qu'elles ne se trompent pas si leur discours ne passe pas, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne pédagogie ou une bonne communication. Et puis surtout, il y a la révolte aujourd'hui contre l'état de droit qui, son motif, a déjà été évoqué plusieurs fois ici. Alors là, il faut revenir au fait que le monde d'après 1945 en Occident connaît une évolution certaine vers l'avenir, vers une supériorité du droit sur la loi, avec la multiplication des cours constitutionnels et des tribunaux internationaux. En fait, l'évolution du XXIe siècle est en quelque sorte de revenir à ce qu'on appelait au XVIIIe siècle en France l'état de justice, où les tribunaux, à l'époque les parlements, avaient le droit de censurer les décisions du gouvernement. Et il suffit d'ouvrir le journal pour voir sur l'écologie, sur les mesures sanitaires, etc. On saisit systématiquement les tribunaux et en particulier le Conseil d'État. Et c'est encore en particulier des ONG qui pratiquement systématisent aujourd'hui l'usage des tribunaux pour contester les décisions étatiques. Alors que pour la Révolution française, c'était d'ordre impossible parce qu'il n'y avait que la loi et que le droit était strictement soumis à la loi. La phrase de la Révolution française, c'est que le droit n'était que la bouche de la loi. Il n'y a aucune capacité de décision ou d'interprétation. Alors, le populisme occidental se fonde très largement sur une protestation du non-respect de la volonté populaire par l'état de droit. En tout cas, c'est les arguments que les populistes avancent. On le voit en particulier dans la question des migrations. Les dirigeants disent on est lié par des accords internationaux, par le droit, pour être obligé au moins d'examiner les dossiers des migrants, tandis que les populistes disent non, le peuple veut qu'il n'y ait pas de migrants, point à la ligne, qu'importe les constitutions, les traités internationaux, et ainsi de suite. Donc je crois que le populisme d'aujourd'hui est d'abord la contestation de l'état de droit, par rapport au fait que cet état de droit empiète de plus en plus sur le domaine de la volonté populaire exprimée par la loi. Alors, passons au monde arabe quand même, parce que ça fait partie aussi du sujet. Alors, en arabe, dans le monde arabe, évidemment, la notion de peuple a d'abord été prise au sens de l'ethnos. C'est la fameuse Shurabiyya médiévale, la querelle des peuples. À l'époque contemporaine, la notion de peuple a d'abord pris le sens d'identité régionale par rapport à celui de la nation qui couvrait l'ensemble du monde arabe. Le moment clé, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, quand les Syriens sont amenés à se définir comme les Arabes syriens. Et un peu plus tard, les Palestiniens se sont définis comme Arabes palestiniens, et puis plus tard, les autres ont suivi, les Égyptiens se sont définis comme Arabes. C'est ce que j'ai appelé jadis l'Arabe plus. C'est-à-dire que vous avez à la fois des peuples régionalement définis dans le monde arabe et une unité qui est la nation arabe, avec un certain flottement de vocabulaire entre Charb et Oumma dans ces utilisations. Et à l'époque du nationalisme arabe triomphant, ceux qui défendaient le peuple ethnos étaient accusés de séparatisme, infesali. Mais en revanche, les identités arabes peuples sont devenues de plus en plus distinctes.
dans chaque pays, à l'exception de la Jordanie, où sont arrivés les réfugiés palestiniens, ils ont toujours été considérés comme des étrangers, c'est-à-dire n'appartenant pas au peuple. Donc, la première définition en tant qu'ethnos a été toujours très forte au XXe siècle et se renforce encore aujourd'hui. Alors, le second, c'est le démos. C'est l'apologie du peuple contre les anciennes élites accusées de féodalisme, de réaction et de valet de l'impérialisme dans le discours nassérien en particulier. D'où la question de savoir si le nassérisme était un populisme. Alors, quand on regarde le vocabulaire de l'époque, on voit qu'on parle peu de peuple. En réalité, on parle de masse. Et le nassérisme, c'est cette expérience politique originale qui est la fusion entre le leader et les masses. Nasser disait qu'on a réussi à faire rire 500 000 personnes à la fois dans un meeting, c'est qu'on a vraiment réussi. Ce qui n'empêchait pas, par ailleurs, le nassérisme d'être un système policier extrêmement dur et réprimant vigoureusement toute opposition, quitte à en inventer régulièrement pour mettre des gens en prison en plus. Mais si on lit les discours de Nasser, on voit qu'il n'y a pas d'abaissement du peuple. Au contraire, le discours nassérien se veut à la fois éducatif et participatif. Donc, il y a une ambiguïté sur le populisme nassérien. Il est évidemment que ce n'est pas un État de droit, c'est évidemment une dictature autoritaire, mais il y a une vraie participation sociale et il n'y a pas une volonté d'abaisser le peuple, bien au contraire, on veut le relever. En revanche, les autres régimes révolutionnaires ont tenté de faire de même, sans vraiment y arriver, sauf Yasser Arafat, mais c'est dans un autre contexte, il n'avait pas d'État à gérer, lui. Et les capacités d'adhésion du peuple au régime étaient beaucoup plus faibles dans les régimes bassistes où la terreur l'a emporté très largement. Comme d'autres l'ont dit ici, les pouvoirs autoritaires se revendiquent du peuple, mais ce dernier n'a pas vraiment la capacité de s'exprimer. Alors, est-ce que l'islamisme est un populisme? Il est certainement un populisme au sens où il pose l'existence d'un vaste complot culturel destiné à détruire l'islam. Ce complot est la poursuite des croisades sous une autre forme. Ce complot comprend évidemment les Juifs, mais aussi le Rotary Club, si on prend la charte du Hamas, qui est un vrai compendium de tout cela. Alors, ça part d'une réalité. Contrairement à l'Europe, les classes populaires n'ont pas perdu leur pratique religieuse, bien au contraire. On a dit même qu'elles se sont réislamisées, ce qui est un peu plus compliqué à analyser. Dans certains cas, les classes populaires imposent leur pratique religieuse au reste de la société. Et les islamistes ou les intellectuels proches des islamistes représente l'islam ou l'islamisme comme le patrimoine, le touraf, l'endogène, contre l'exogène tentateur des classes supérieures. Et le populisme des islamistes utilise la disqualification permanente de ses adversaires en disant qu'ils ne sont pas suffisamment musulmans, qu'ils sont trop soumis à l'Occident, qu'ils ont des mœurs occidentales, et ainsi de suite. Donc, dans une certaine mesure, parce que l'islamisme est lui-même un monde extrêmement vaste, l'islamisme peut être considéré comme un populisme. Alors, disons pour le reste qu'il n'y a pas de révolte contre l'état de droit dans le monde arabe, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Et donc, cette hypothèse-là doit être immédiatement rejetée. Aujourd'hui, les identités étatiques se sont renforcées et la notion de peuple tend à reprendre la notion civique de démence contre la corruption du pouvoir. C'est le fameux le peuple veut du printemps arabe.
c'est l'exigence de dignité. Badi le rappelait tout à l'heure, au début. Mais cette fois, c'est une dignité sur la base de l'individu et non du collectif. Il y avait une exigence de dignité chez le nasserisme, mais c'était la dignité du peuple comme collectif par rapport à l'expérience coloniale. Aujourd'hui, c'est la dignité de l'individu par rapport au pouvoir corrompu et autoritaire. Est-ce que cette apologie du peuple est un populisme? Il s'en éloigne quand même de beaucoup. D'abord, comme dans les autres révolutions dites de couleur, il y a un refus de voir émerger des leaders à partir du mouvement populaire, d'où d'ailleurs la difficulté d'une traduction politique à long terme du mouvement. On l'a vu en 2011-2012 en Égypte, et de façon plus générale, à chaque fois qu'on a un mouvement populaire au nom du peuple veut, on n'a pas de leader qui sort, parce que dès que quelqu'un essaye de se distinguer à l'intérieur du mouvement, les autres le rejettent. Très, très bien. C'était vraiment une conclusion. Ben, vous dites que vous n'avez pas assisté à toute la journée, mais j'ai l'impression que vous avez suivi presque tout en profondeur, en détail. Merci beaucoup, beaucoup, Henri Laurence, pour cette conclusion qui nous donne envie de continuer encore, mais malheureusement, on est avec la technologie et on est obligé de conclure. Merci Henri Laurence encore une fois et j'espère que nos prochaines collaborations se feront en présentiel, comme nous avons dit l'autre jour, parce que cette situation perdure et ça commence à être un petit peu pénible de communiquer virtuellement tout le temps. Je remercie nos participants qui ont eu la gentillesse et l'engagement à nous assurer une journée très riche et pleine de connaissances et de savoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons partagé les points de vue des chercheurs arabes comme des chercheurs français d'une manière tout à fait équitable et transparente. Je remercie aussi notre cher public qui a quand même qui nous a suivis toute la journée jusqu'à maintenant. Nous avons les fidèles qui ont commencé avec nous à 8h45 ce matin. Je remercie mes collaborateurs qui ont aidé beaucoup, sans eux, cette rencontre ne pouvait pas avoir lieu. Je remercie Claire, les deux Claire, Racha, Isabelle et Pauline. Et je remercie notre technicien, informaticien extraordinaire, Nour, qui a assuré la connexion avec vous, mais aussi avec nos chers collègues à Doha, parce que pour la première fois, la diffusion s'est faite d'une manière simultanée entre Paris et Doha. Je remercie l'équipe de Doha aussi, à leur tête Brahim Abdeljawad. Et pour finir, je remercie nos chères traductrices, Manal et Branda, qui ont assuré une traduction extraordinaire durant toute la journée vers les deux langues. Et au plaisir de vous retrouver tous et toutes la prochaine fois dans nos prochaines activités. Et bonne soirée. Merci.